Donc, si on revient rapidement hein, sur les connexions qu'on avait établies, en fait, puis les méthodes de connexion qu'on avait établies, on avait regardé deux manières de se connecter à des éléments externes. On avait essayé avec SQLite, hein, qui était une petite base de données qui se tient dans un fichier, rien de trop compliqué. Fait que le principe, c'était, on avait le ADO.net qui demandait d'avoir des connaissances du SQL, puis qui nous permettait de faire des commandes SQL. Hein, donc, le principe, c'est qu'on avait la bonne librairie à installer, okay, avec le package manager, puis une fois que ça s'était fait, on pouvait établir une connexion, puis écrire des commandes, exécuter les différentes commandes. Pour certaines commandes plus complexes, on pouvait avoir des requêtes qui allaient avoir un data reader, puis après ça, on pouvait traverser les informations avec le data reader comme on avait besoin. Ça, c'était notre première manière, en fait, la manière la plus basique de faire les choses. Il faut savoir le SQL. C'est nous autres qui font les transactions directement. C'est nous autres qu'il faut qu'ils gèrent les erreurs. Par-dessus ça, donc pour être capable de faire plus de la programmation orientée objet, on avait vu le Entity Framework. Donc, le Entity Framework nous demandait encore une fois d'utiliser une librairie spécifique à le type de base de données qu'on allait utiliser. Puis, lui nous demandait de créer ce qu'on appelait un contexte et le modèle de notre problématique. Fait qu'on avait des éléments en orienté objet pur sur la problématique sur laquelle on travaillait. Puis après ça, on avait le DB contexte qui, à l'intérieur, avait une configuration qui utilisait le type de base de données avec ce qu'on appelle le connection string. Fait que le principe ici, c'est qu'on avait utilisé SQLite parce que c'était une version minime hein, qui demandait aucune installation externe pour être capable de travailler avec. Mais la majorité du temps, on va utiliser hein, des DBMS, des Database Management System, hein, des applications beaucoup plus complexes, beaucoup plus robustes, qui sont capables de travailler avec des bases de données, d'appliquer les principes acides, okay, pour s'assurer de l'intégrité des données, de s'assurer de la déduplication, de s'assurer de l'atomicité. Hein? Donc, tous ces éléments-là doivent avoir des logiciels plus robustes, des choses comme Microsoft SQL Server, Oracle Database, MariaDB ou MySQL, PostgreSQL, hein, c'est pas mal les 4-5 qui sont les big names dans l'industrie. Donc, le principe, c'est qu'on veut regarder aujourd'hui comment se connecter à ces bases de données-là pour être capable d'appliquer qu'est-ce qu'on a vu avec le ADO.net, puis qu'est-ce qu'on a vu avec le Entity Framework à l'intérieur de bases de données plus robustes que vous allez plus probablement rencontrer dans votre travail, puis à l'intérieur d'autres cours du curriculum. Qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point il n'y a pas grand-chose qui change ultimement dans qu'est-ce qu'on va faire. OK? Donc, aujourd'hui, puis si on regarde notre plan de la journée, on ouvre ici. Donc, le principe, ça va être, faut trouver c'est quoi la librairie qui me permet de faire une connexion à la base de données que je veux. Puis après ça, il faut que je vois c'est quoi les configurations que je dois changer pour être capable de se connecter correctement à la base de données que je veux. Donc ici, on va regarder des exemples, puis moi, j'ai setupé de mon bord sur mon ordinateur 3 différentes bases de données. Vous autres, c'est laquelle que vous utilisez en ce moment le plus? Y a-tu Oracle? Y a-tu du MS Oracle. SQL? C'est Oracle. Oracle en ce moment? OK. Ouais. Fait que j'ai pas l'exemple directement ici, mais on pourra passer à la dernière heure pour regarder une de vos installations en même temps. Est-ce que la base de données Oracle est dans une machine virtuelle ou elle est installée directement sur votre desktop?
Machine virtuelle. OK. Parce que là, ici, il va falloir faire quelques éléments parce que si la base de données est dans une machine virtuelle, Visual Studio puis l'application va aussi falloir qu'elle roule dans la machine virtuelle pour être capable de se connecter à la base de données. Donc, on prendra la dernière heure pour essayer de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Où On est-ce qu'il... a, Oui, on a même ceux qui sont installés sur le laptop. le quoi? On a le SQL qui est installé sur le laptop, pas dans la machine OK, il y a virtuelle. certaines personnes qui l'ont directement pas dans Oui. une machine virtuelle. Ça dépend des personnes. C'est ça, on va Ah. regarder à la fin de quoi ça a l'air. Parfait. Donc, on va regarder trois exemples différents. Puis après ça, on va regarder ensemble comment essayer de le faire pour ADO.net. Donc, je ne l'ai pas décrit là-dedans, parce que je ne me souvenais plus lequel. Puis, moi, j'avais juste pas de Oracle d'installer directement sur mon ordi right now. Mais on le fera ensemble. Vous allez voir, ça devrait être pas mal la même procédure qu'on va faire ensemble pour tous les autres exemples d'aujourd'hui. Donc, on va les faire une après l'autre, puis on va voir à quel point ça ne change pas grand-chose. Fait que le principe, c'est qu'on veut toujours trouver c'est quoi le nom du package ou le nom de la librairie qui me permet de travailler avec ADO.net ou le Entity Framework. Fait que si tu le sais pas, ou si tu le trouves pas, ou si tu ne retrouves pas le lien, genre on peut très bien faire, OK, ben je veux travailler avec MariaDB, puis je veux faire du audio.net, puis je peux voir ici, justement le premier lien va t'apporter vers la documentation, vers l'élément que tu vas avoir. Bon, évidemment, j'ai tous les liens que je vous donne pour chacun à l'intérieur de la documentation. Donc, on peut voir ici, c'est un connecteur. Donc, c'est ce qu'on appelle des data providers, en fait, qui me permettent de travailler avec ADO.net puis MariaDB. Ici, un point intéressant historique. On peut voir ici que le nom du connecteur s'appelle MySQL Connector, mais je parle en ce moment de la base de données MariaDB. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que MariaDB est une bifurcation de MySQL. Donc, MySQL a été acheté comme projet par Oracle, la compagnie qui fait la base de données Oracle. Puis, à ce point-là, le monde était comme pas certain du futur de MySQL. Donc, il y a un regroupement de gens qui a décidé de prendre le code qui était du code libre, donc qui ne pouvait pas être copyrighté, qui n'était pas protégé. Donc, puis ont décidé de rebrander ça, puis en faire un spin-off qui s'appelle MariaDB. Donc, pendant un instant, MySQL et MariaDB, c'était la même chose, mais là, avec le temps, ils ont assez bifurqué qui MariaDB a certains ajouts que MySQL n'a pas, puis effectivement, MySQL a continué à être développé de son bord aussi, puis a certaines choses que MariaDB n'a pas. Donc, des fois, ils se rejoignent, mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais dans ce cas-ci, c'en est un cas aussi qui se rejoignent, puis le connecteur qu'on va utiliser va être compatible avec MariaDB et avec les bases de données MySQL. Les deux travaillent, ben, le connecteur travaille pour les deux. Donc, on peut aller voir sur le site de NuGet comment est-ce qu'on fait pour aller le chercher. Puis, on peut voir aussi souvent des exemples de comment travailler avec l'élément. Ce qui va être le plus important, puis vraiment la chose qui nous demande de regarder la modification à faire, ça va être le connection string. Donc, on avait parlé du connection string comme étant les configurations de ma connexion. Donc, si on revient dans notre élément, nous autres, on avait avec le useSQLite le connection string qui était le data source, puis là, on avait un chemin vers un fichier, parce que SQLite, c'était juste un fichier sur notre ordi, puis c'était juste ça qui avait besoin de configuration. Ben, le principe, c'est quand on travaille avec d'autres DBMS,
ça va être là qu'on va donner l'emplacement du serveur, le port utilisé, l'authentification, le nom de mot de passe, et ainsi de suite. Donc, le principe, c'est qu'il faut trouver le bon connection string. Okay? Puis si on regarde, habituellement, c'est ça qu'on va aller regarder dans la documentation. Donc, on peut le faire de différentes manières. Donc, lui nous donne ce qu'on appelle un connection string builder, mais tu peux aussi l'écrire directement comme on l'avait fait avec juste une chaîne de caractères. Là, la question, c'est, ça va être quoi que je mets à quel endroit dans la chaîne, puis comment ça fonctionne, quelle information je peux mettre dans le connection string. Fait que ici, il existe un gentil site de référence là, okay, que je viens de mettre dans le chat, qui s'appelle connectionstrings.com. Connectionstrings.com me permet de regarder c'est quoi les connection strings dans la vie, okay, de nos différentes applications. Donc, le principe ici, c'est que si je m'en vais voir en MySQL ou MariaDB, là, ici, ça va être le même principe, je peux aller voir le MySQL Connector, hein, de quoi il y a de l'air. C'est déjà celui-là qui est c'était juste sur le top, là. Mais je peux voir ici, OK, quand je me connecte avec MySQL, je peux mettre le serveur est égal à server address, je peux mettre le database avec le nom de ma database, je peux mettre un user ID, je peux mettre un password. Puis là, si je m'en vais dans la liste, là, il y a un paquet d'options de disponibles, dépendamment de la configuration de ton DBMS, dépendamment de comment ça a été setupé, c'était quoi les droits, y a-tu un certificat d'authentification. OK? Donc ici, il y a une panoplie d'options dépendamment de la configuration de ton serveur de base de données. Mais le principe, c'est serveur, nom de base de données, nom d'utilisateur, password. Si on regarde ça, puis on essaye d'adapter ça par rapport à qu'est-ce que nous, on a. Donc, le principe en ce moment, c'est que moi, j'ai déjà préparé sur mon ordinateur les différentes bases de données. Donc, le principe ici, c'est que dans ce cours-ci, on ne va pas installer un paquet de bases de données, c'est juste de voir l'application de. Donc, j'ai une base de données, OK, MariaDB, MySQL. Ici, moi, j'ai un logiciel qui me permet de me connecter à toutes les bases de données en même temps, là. Donc, je peux voir ici que dans MariaDB, je me suis fait une base de données qui s'appelle MyDatabase. Donc, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui a fallu qu'il la crée d'avance pour qu'on soit capable de l'utiliser ici, là. Puis, la base de données est prête pour avoir puis recevoir en fait des informations à l'intérieur. Donc, on va vouloir se connecter à cette base de données-là existante, puis être capable d'utiliser l'ADO.NET, puis d'être capable d'utiliser le Entity Framework à l'intérieur. Donc, si on commence avec le ADO.NET, donc on va aller ici dans notre pratique, on va mettre notre programme. Puis, le principe ici, c'est comme pour toutes les autres, il faut, en fait, on va commencer en copiant tout ce qu'on avait. Oups, en copiant tout ce qu'on avait. Puis là, ici, la première chose qu'il va falloir faire, ça va être de changer, hein, l'utilisation de cette base de cette librairie-là pour la bonne librairie. Donc, moi, je vous ai donné dans le document là, le MySQL Connector. Vous pouvez voir sur NuGet. Puis à partir de là, tu peux aller voir la commande qui permet d'installer le SQL Connector. OK, donc encore une fois, dans le Package Manager Console, puis là, tu peux faire Install Package, OK, puis faire ça directement.
On peut le faire avec les menus aussi, comme ici, moi je suis là dans les menus. Et on va aller ici, je suis dans pratique. Puis moi je vais chercher ici. Et je vais pouvoir installer le MySQL Connector là-dedans. Fait que j'ai installé le package. Je peux maintenant utiliser ce package-là à la place. Hein? Donc, MySQL Connector. J'ai plus besoin de ces éléments-là. OK. Il va me falloir donc le connection string. En tout cas, je peux mettre le connection string ici. Il va me falloir le connection string avec les bonnes informations à l'intérieur. Donc, ici, il faut que j'aille voir sur mon site de connection string, puis je vois que j'ai besoin du serveur, du database, du user ID ou puis du password. OK? Donc, on l'a ici. Même principe si on regarde de ce côté-là. Okay, on peut voir le serveur, le user ID, le password, le database. Tout ça, c'est les informations qui se passent à l'intérieur. Fait que on va mettre ça ici dans mon connection string. OK, j'en ai déjà un de prêt. Donc, là, en ce moment, le serveur, je l'ai installé juste sur mon ordi courant. Là. Si je me connectais à un autre IP, à un autre nom de domaine, je pourrais le changer. Là, ici, j'ai le user ID. Puis là, en ce moment, je n'ai pas créé de nouvel utilisateur. Là. Je te dirais que c'est peut-être pas les meilleures pratiques en ce moment, mais c'est juste pour démontrer la connexion. Je me suis fait un password qui est très, très, très difficile à trouver. Puis, on se connecte à une base de données spécifique, encore une fois, qui est une base de données que moi, j'ai créée d'avance pour être certain qu'elle soit disponible à l'intérieur de mes différents projets. Donc, on va pouvoir travailler avec cette base de données-là. Là, j'ai plus besoin du premier statement, ça c'est correct. Puis, à l'intérieur, par contre, je vais avoir la connexion. Puis, oups, guillemets de trop. Je vais avoir la connexion. Puis, la connexion, c'est plus un SQLite connection. Hein? Donc, il va falloir que je change. Habituellement, ça va prendre le nom. Puis, si je regarde dans la documentation, je peux voir que c'est un MySQL connection. Fait que je peux prendre ça, MySQL connection. Pas de problème. Je peux voir ici qu'il prend effectivement un connection string, puis ça semble bien aller. Maintenant que j'ai ça, j'ai le SQLite command qui ne fonctionne pas non plus parce que c'est plus SQLite. Hein? Là, il faut que je regarde encore une fois dans la documentation, voir c'est quoi le chose que je peux faire. Puis là, je peux voir ici que j'ai un create command là, à partir de la connexion qui me donne une commande. Je ne vois pas le type, mais si je me dis, ben, celui-là, il s'appelle MySQL Connection, peux-tu essayer MySQL Command? Ah ouais, MySQL Command aussi il existe. OK, donc je suis capable de le créer. Puis après ça, le principe, c'est, comme on avait dit, la librairie est standardisée. Donc, je n'ai pas besoin de changer la connexion, je n'ai pas besoin de changer les appels des méthodes. OK? Tout le restant semble bien aller. Ensuite, encore une fois ici, en bas, on va avoir une petite problématique parce que le Execute Reader, lui, il me retourne un MySQL Data Reader. Avant, il me retournait un SQLite Data Reader. Donc, ici, on peut tout simplement dire, ben, c'est plus celui-là. OK, ça va être un MySQL Data Reader. Pour être capable de le changer. Puis, même encore
plus direct que ça. Si je mets juste le var, hein, ça va automatiquement le mettre correctement. Comme ça, si je change ensuite de base de données, ça va travailler automatiquement pour le modifier. Hein, parce que c'est le execute reader qui peut juste m'en retourner un. Mais autrement, encore une fois, des différentes méthodes du reader, les différentes méthodes pour aller chercher le numéro de colonne, tout ça, ça reste la même dynamique, les mêmes informations. Fait qu'avec ça, si j'essaie d'exécuter ça, on va dans mon DBMS pratique, on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis on peut voir qu'on a une erreur. OK? Donc, pardon. La problématique ici, c'est que quand j'ai fait la création de la table, donc je peux voir ici que c'est à ma ligne, on va voir ici, à ma ligne 19, OK? Quand il a essayé de faire le premier insert, il était là, puis il était comme, ouais, ID en ce moment, il n'y a pas de default value. Parce que là, j'ai juste marqué integer, j'ai marqué primary key, mais là, c'est là qu'il faut faire attention aux différents types de bases de données SQL. De juste marquer primary key dans une table de MariaDB, ça ne me permet pas d'avoir une clé automatique qui est automatiquement générée. Ça ne fonctionne pas directement comme ça dans MariaDB. Même principe avec Aura, quand il y a des manières de générer avec des séquences pour MariaDB. Donc, mettons que je cherche. Je mets de mon bord là. Je vais mettre ça ici. Donc, une manière d'avoir ça ici, ça va être d'utiliser le auto-increment. C'est une manière de le faire. Il y en existe d'autres. Je ne sais pas s'il va être dans la... Ouais. Donc, on peut aussi utiliser Serial, qui est aussi utilisé dans Postgres, qui fait en sorte que c'est un big int unsigned not null auto-increment unique. Excellent pour utiliser une clé unique autogénérée. Donc, Serial, c'est un type. Donc, on peut voir ici ID Serial. Fait que je peux ici changer ça et dire, ouais, j'aimerais ça que ça soit Serial à la place. Puis là, si je réexécute, je peux voir ici que la table a été créée, qu'il a rajouté les choses, puis là, il a rajouté les choses, puis à la fin, si on se souvient, il faisait un select, et il nous montrait le résultat du select, puis je peux voir le résultat du select qui apparaît. Puis inversement, si je m'en vais regarder dans mon DBMS directement, puis je regarde et je rafraîchis ma base de données, je peux voir que j'ai maintenant une table qui a à l'intérieur des automobiles. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, hein? Puis un peu le but des librairies, le but d'avoir une abstraction, c'est que je viens de changer d'utiliser SQLite à un DBMS, puis la seule chose que j'ai dû changer, c'est le voyons, le connecteur, la librairie utilisée, le nom de la connexion, le nom de la commande, puis là, m'assurer que le SQL était standardisé entre mes différents éléments. Est-ce que ça va jusqu'ici? Excellent. Donc, on a déjà cela de MariaDB on est déjà dans le MariaDB, donc on va continuer dans le même principe, puis on va aller voir comment travailler avec le Entity Framework à la place. Donc, pour le Entity Framework, il faut reprendre un petit peu plus de stock.
Donc, on va remettre ça dans pratique. On va reprendre le modèle. On va se créer une nouvelle classe qui va avoir le modèle à l'intérieur. Là, ici, on n'a plus besoin du dbpath. Ça sera plus utile. Même principe, on n'aura plus besoin directement de ça. Mais là, ici, va falloir configurer, encore une fois, nos différentes bases de données pour être capable de travailler avec le Entity Framework. Puis, ici, ça ne sera plus Use SQLite. Il va falloir que ce soit quelque chose d'autre. Donc, pour être capable de faire ça, il faut que je trouve la librairie qui me permet de travailler avec le Entity Framework puis MySQL. OK, donc, même principe, si je ne sais pas trop puis je n'ai pas de lien, je peux marquer Entity Framework puis je marque MariaDB. Puis, si je regarde, je vais pouvoir essayer de trouver un Entity Framework qui travaille avec. Puis je peux voir ici qu'il y en a un qui s'appelle Pomelo Entity Framework Core MySQL. OK? Puis, je vois comment l'utiliser. Pour l'Entity Framework, ça va vraiment être le même principe. Ça va être juste, encore une fois, de changer la librairie avec laquelle je veux me connecter, puis changer le connection string. Donc, je veux installer cette librairie-là, le Pomelo Entity Framework MySQL. Fait que, encore une fois, je peux y aller avec le Package Manager. Moi, ici, je vais y aller avec l'interface. Ici, on va marquer Pomelo Entity Framework MySQL. On va rajouter ça à mon projet. Parfait. Puis là, ce qui me reste à faire, ça va être de modifier mon code. Là, ce ne sera plus Use SQLite. Hein? Il va falloir utiliser quelque chose d'autre. Donc, ici, quand je regarde mes options, je peux voir que j'ai Use MySQL. OK. Ça sonne pas mal plus intéressant d'utiliser ça. Donc là, il faut faire attention sur lesquels on est en train d'utiliser. Si des fois, il va y avoir des petites options additionnelles. Si on regarde ici, attends, on va le use MySQL. Puis là, si je regarde, là, lui va avoir besoin d'une connection string. OK, je peux voir ici, ça prend un connection string, ça va bien. Mais ça va prendre aussi ce qu'on appelle un server version. Donc là, il faut que je regarde, OK, c'est quoi des server versions, comment ça marche avec cette librairie-là. Il faut aller regarder un petit peu plus en détail derrière comment ça fonctionne. Fait que je peux toujours aller voir hein, le projet, la documentation officielle, comment est-ce qu'eux, ils font ça. Donc, si on regarde, eux, comment ils font ça, on voit ici qu'ils ont un connection string, qui est pas mal qu'est-ce que je m'attendais. Hein, on peut même le reprendre de notre autre projet. Donc, je peux, là, en fait, je l'ai effacé. OK, on a notre connection string. Puis là, nous autres ici, ça dit, OK, ben on va avoir un server version. Puis ça va être un objet okay, qui va prendre une version quelconque. Fait que ici, je peux voir que c'est MySQL. Là, puis si je regarde dans les paramètres, je peux voir que c'est si c'est MariaDB, c'est là qu'il faut comme le spécifier. C'est là qu'il faut faire comme un choix. Est-ce qu'on utilise MariaDB ou MySQL? Fait que on utilise la documentation pour être capable de créer notre affaire. Donc, lui a besoin du connection string en premier.
Puis là, après ça, moi, j'ai besoin d'une version MariaDB. Puis là, ici, encore une fois, je peux marquer différentes choses. Là, il faut que je regarde, moi, la version que j'ai installée, c'est laquelle, là? Puis moi, j'ai juste la dernière version courante qui est 10.8.3. Fait que j'ai, en ce moment, pris tout ce que j'avais de mon ancienne version avec SQLite. J'ai installé une nouvelle librairie à la place de SQLite. Puis, j'ai changé le connection string pour qu'il soit compatible avec qu'est-ce que nous, on a besoin. Donc, avec le port, la base de données, le nom d'utilisateur, et ainsi de suite. Pour le restant, ben, on peut suivre les autres éléments. Hein. Le principe, c'est que je n'ai pas installé celle-là, j'ai installé une pour MySQL. Mais après ça, pour la création du modèle, pour la migration, tout le reste est pareil. Donc, je vais ici faire ma migration. Donc, ici, je vais aller dans mon terminal. Je l'ai quelque part ici. Ici. Donc, je vais pouvoir créer mes migrations. Je pense que j'ai peut-être oublié de mettre design avant de faire ça. Ouais, j'ai oublié de mettre. Donc ici, j'ai juste oublié de suivre ça ici. Là. Les différents éléments. OK, on est bon. On fait une migration. Ça va bien. Ensuite, on met à jour la base de données. Donc là, ici, je le fais dans dans ma ligne de commande, hein, mais si on se souvient du autre, vous pouvez le faire dans le Package Manager avec la migration, avec le Update Database. Puis là, on peut voir que la migration a été appliquée. Fait que là, déjà là, avant même de rouler mon programme, puisque c'est une DBMS, je peux tout de suite, je pense, aller voir ici. Puis, je peux directement voir que, OK, ben, dans ma base de données, il a fait la migration, les tabs sont maintenant disponibles. Hein? Puis, en ce moment, il n'y a rien dedans quand j'essaie d'aller les voir. Mais ils sont là, ils sont prêts. OK? On a des éléments à l'intérieur. Fait que tout le restant reste pareil. C'est ça la beauté du Entity Framework. J'ai créé déjà mon modèle. J'ai juste changé la connexion du contexte. Je n'ai pas besoin de changer le programme lui-même. Puis quand j'exécute ça, ça s'exécute, ça l'insère, ça va le chercher. Puis maintenant que j'ai roulé mon programme, quand je vais commencer à regarder, je peux voir ici que les éléments ont été rajoutés à l'intérieur de ma base de données dans mon DBMS. Puis la seule chose que j'ai dû changer, c'est le connection string, puis l'utilisation de la bonne librairie. Donc, on voit ici vraiment que ça s'adapte directement à qu'est-ce qu'on a besoin, puis ça nous permet de ne pas avoir à penser à la base de données, puis de juste avoir à penser au code, à devoir à penser à notre problématique elle-même. Est-ce que ça va bien jusqu'ici par rapport à qu'est-ce qu'on est en train de faire? Excellent. Donc, on va se prendre une petite pause, puis on va revenir. Tu sais, on en a deux autres. Je vais en faire avec un autre, OK, juste pour démontrer c'est quoi un exemple. Puis après ça, on va essayer de le faire ensemble avec quelqu'un peut-être là, pour
essayer de voir comment est-ce qu'on peut le faire avec Oracle pour essayer d'avoir une version que tout le monde pourrait tester de son bord. Fait que on va prendre une petite pause. Ah oui, aussi, juste pour me préparer mes choses, c'est quelle version d'Oracle que vous avez? 22, 18, 11. 11D. 11? 11 et 12. 11 et 11 12. et 12. OK. Parfait. 12C, parfait. Oui, 12C. Excellent. Fait que on prend une petite pause. On revient à 14 heures pour regarder le même exemple, un petit peu plus rapide, avec une autre DBMS. À tout de suite. Et c'est reparti. Donc, on avait vu comment utiliser le connection string, puis d'utiliser une autre librairie pour être capable de se connecter à un DBMS. Dans ce cas-ci, j'ai mis MariaDB. Donc, on va le faire avec un deuxième. Puis après ça, on va regarder ensemble comment essayer de se connecter avec vos bases de données d'Oracle. Je n'avais pas d'éléments préparés, là, mais on va regarder la documentation ensemble pour regarder comment appliquer ça de notre bord. Donc, on a le même principe. OK? On veut le refaire. Donc là, ici, je vais juste aller regarder les exemples que moi, je vais vous fournir aujourd'hui pour regarder comment ça se passe. Donc, on a le même principe du côté de MS SQL. Donc, on veut être capable de se connecter de manière à une base de données Microsoft SQL Server qui a été faite plus loin. Donc, le principe, ça va être pour le ADO.NET, ça va être de savoir c'est quoi le package, c'est quoi le connection string, puis après ça, du côté du Entity Framework, même principe, on va avoir besoin de savoir c'est quoi le package, puis après ça, de juste vérifier si tout fonctionne de son côté. Donc, du côté de Microsoft, ils ont leur propre section pour parler du ADO.NET avec SQL Server. Donc, on peut configurer notre base de données, puis après ça, on se connecte avec, encore une fois, puis en trouvant la bonne connection string. Donc, on peut aller voir dans la documentation ou sinon, on peut regarder le gentil site que je vous ai montré. Si on s'en va sur SQL Server, le principe ici, si on peut voir encore une fois, le nom du serveur, le nom de la base de données, un username, un password pour être capable de se connecter à une base de données qui est externe. Donc, encore une fois, on va fermer le MariaDB. Je vais vous montrer ici. Un instant. Démontrer les choses correctement. Donc ici, c'est un Azure Edge Server, là, mais c'est juste la nouvelle version du MS SQL. Donc, c'est le même principe. Pour travailler avec celui-là, on va avoir la première qui va être le ADO.NET, après ça l'Entity Framework. Donc, encore une fois, d'avance, je me suis créé une base de données que j'ai appelée My Database. Donc, lui, il en crée par défaut. Là. Puis, à l'intérieur, on a un schéma qui est un schéma par défaut. Là ici, c'est de savoir chacune des bases de données, c'est quoi leur petite manière de faire. Là. Donc, pour Microsoft SQL Server, le principe, c'est qu'on a des bases de données. À l'intérieur des bases de données, on a des schémas. Le schéma par défaut, c'est DBO. Puis, c'est à ça que ça va se connecter automatiquement.
Donc, on va fermer les autres. Fait que là, moi, c'est là que je vais aller voir les différentes variations pour aller voir le résultat. Donc, il faut que j'installe le Microsoft Data SQL Client. Fait que, encore une fois, j'ai le même programme. OK? Même programme avec les cars, puis de rajouter les cars. Là, ici, je vais utiliser le Microsoft Data SQL Client à la place pour le SQL Server. Si je regarde dans mes paquets NuGet en ce moment, puis que je regarde dans le bon élément, là, voir qu'est-ce qu'il y a d'installé là-dedans, je peux voir que j'ai déjà installé le package Microsoft Data SQL Client. Puis, je peux voir ici que j'ai fait les modifications pour prendre les bons noms d'éléments encore une fois. Donc, on avait, si on revient en arrière, hein, on avait le SQLite Connection, on avait le SQLite Command. Ben là, ce coup-ci, ça va être le SQL Connection, parce que c'est juste SQL Server, puis SQL Command à la place pour les commandes de MS SQL. À partir de là, même principe, il va falloir faire des modifications au SQL si on en a besoin. Donc, la version de SQL Server, qui est le Transact SQL, a besoin d'avoir certaines modifications. Donc, même principe, lui, pour que ça soit un primary key qui soit automatiquement généré, il faut spécifier que c'est un identity. Si on a le... ça, c'est correct, ça, c'est correct. On a ici le select. Okay, donc, le limit qu'on avait, ça ne fonctionne pas dans la version de SQL Server. Lui utilise le mot-clé top à l'avant du select. Donc là, ici, c'est les éléments spécifiques de ce SQL-là auxquels il faut faire attention. Lui aussi, quand on essaye de le rouler, le add with values, il était comme pas content. Il y a certains éléments qui demandent d'avoir les types à la place. Donc, il faut faire attention à ce genre de modification-là. C'est comme si tu as une petite erreur, tu regardes l'erreur. Puis, le principe, c'est que lui a besoin de savoir c'est quoi le type d'avance. Okay? Le with values, il essaie de l'inférer, mais là, il n'aimait pas ça. Donc, juste des modifications comme ça que tu regardes, que tu modifies au fur et à mesure. Donc, on a ce principe-là. Encore une fois, on a besoin d'avoir la bonne connection string. Si je veux savoir c'est laquelle, ben, je vais aller voir ici, OK, le connection string avec, OK, dépendamment de qu'est-ce que tu as besoin. Là, ici, puisque moi, je n'ai pas de certificat de sécurité officiel, parce que c'est juste une petite installation locale que je viens juste de faire, il faut que je dise que c'est un Trusted Server Certificate. OK? Puis 30 minutes si je ne fais pas rien. Encore une fois, j'ai un password que j'ai juste setupé. Encore une fois, très password très plaisant. Puis le nom d'utilisateur qui est en fait celui par défaut dans ce cas-ci, que le System Administrator, le SA, qui me permet de me connecter avec ça. Fait que tout ça, hein, c'est la même sauce, comme on dit. Donc, trouver la nouvelle librairie, être capable de changer le connection string comme on a besoin, puis de changer les commandes SQL si ceux-ci changent d'une manière quelconque. Si on l'essaye, ici on est en ADO.net, je l'exécute, je peux voir ici que les choses ont été modifiées. Si je m'en vais voir du côté de mon DBMS, puis que je rafraîchis, je peux voir qu'il y a effectivement une table avec les autos, puis je peux voir que la table avec les autos a été rajoutée avec succès. Une fois qu'on a ça, on essaye même principe avec le Entity Framework. Donc, avec le Entity Framework, ça va être un autre librairie. Donc, on peut revenir ici pour l'Entity Framework. Même principe, c'est
Ici, je vais faire une recherche. C'est le Database Provider pour le Entity Framework de Microsoft SQL Server. Je peux aller voir le projet ici, là, qui est la page habituelle où c'est qu'on était. Là. Mais encore une fois, pour celui-là, c'est très, très, très direct, hein, parce que pour le Entity Framework, il faut juste que je change le contexte, puis derrière, le restant devrait être pareil. Fait que si je m'en vais du côté du Entity, le programme, j'y touche pas. Hein. Rajouter des différents éléments, de créer le contexte, tout ça, ça reste pareil. Pour le modèle, ben là, ça change un petit peu. La librairie que j'ai à l'intérieur, c'est la librairie SQL Server pour le Microsoft SQL Server. On peut voir que quand je fais le On Configuration, j'utilise le Use SQL Server à la place du Use SQLite ou Use MySQL. Donc, encore une fois, on a le Connection String qui est le même Connection String qu'on avait de ce côté-là. Hein? Donc, la connexion se fait avec le même Connection String des deux bords. Puis, une fois qu'on a ça, je peux rouler ce programme-là pour être capable. Allez, ici, il va falloir que je fasse un update database avant parce que je n'ai pas les tables de créer. Donnez-moi un instant, on va aller dans le bon dossier. Donc, on applique la migration. Une fois que j'ai appliqué la migration, avant même de rouler mon programme, je peux même voir si elle a fonctionné. Je peux regarder les tables. Je peux effectivement voir que les tables ont été créées. Ça fait en sorte que je peux maintenant rouler mon programme. Je roule mon programme. Ça réussit à se connecter. Ça a géré des choses à l'intérieur. Si, encore une fois, je rafraîchis ma base de données, puis je regarde les tables, je peux voir que dans les tables, OK, de cette base de données-là, les éléments ont été ajoutés derrière sans problème. Fait qu'on pourrait faire un troisième exemple avec Postgres, mais il n'y a pas de question, il n'y a pas d'interrogation. Fait que dans ma tête, les choses vont bien. Moi, ce que j'aimerais faire à partir d'ici, ça va être de travailler avec vous pour être capable de le tester, puis de l'essayer avec Oracle, soit sur vos ordinateurs directs, soit à l'intérieur de vos machines virtuelles. Là, ici, c'est que si votre Oracle est installé à l'intérieur d'une machine virtuelle, il va falloir aussi que votre Visual Studio soit installé à l'intérieur des machines virtuelles pour le faire marcher ensemble. Donc, pour... Je pense que ce n'est pas obligatoire de l'installer avec Oracle. Ben, c'est pas ultimement obligatoire, mais après ça, il faut avoir des connaissances de réseautique pour être capable de faire ouvrir les ports de la machine virtuelle, puis être capable de se connecter à travers la... Fait que aussi, ben, comme, admettons, genre, le SQL Developer, est-ce que c'est ça que vous avez utilisé pour interfacer? Ouais. Est-ce que vous le partez de votre machine virtuelle ou est-ce que vous le partez sur votre bureau? Machine virtuelle. Fait que ici, vous n'avez pas setupé d'être capable d'ouvrir la connexion à l'extérieur. Fait que ça prendrait sûrement plus de temps. C'est possible. Il n'y a rien d'impossible. C'est juste que ça passe peut-être le temps qui nous reste pour être capable de faire ça. Pour du côté d'Oracle, les éléments qu'on a besoin, donc si on s'en va voir du côté d'Oracle, ici, eux, ils ont une gentille page qui nous donne les documentations puis les différents éléments de connexion. Si on regarde, on peut aller regarder le premier lien qu'il y a à l'intérieur. C'est les librairies sur NuGet, qui est la liste des différentes
librairies. Puis là, on peut voir ici qu'il y en a, hein, sont en ordre de download, là, fait que sûrement que les tops, c'est les plus importantes. Fait qu'on peut voir ici qu'on a le Manage Data Access Core, qui nous dit que c'est un driver audio.net. Donc, si on prend celui-là, je vais le mettre dans le chat, pour audio.net, on peut le tester avec celui-là. Puis, si on regarde le troisième, c'est le Entity Framework Core. Donc, lui, tu peux l'essayer avec le Entity Framework. Puis, pour être capable, là, une fois qu'on les a, la deuxième information importante, ça va être l'utilisation du connection string. Donc, si on s'en retourne voir sur notre site de connection string, on va aller voir Oracle. Puis là, le principe, c'est si on est déjà, puis que c'est tout déjà ouvert, on a juste à marquer le DB, mais sûrement, si on veut travailler avec une plus vieille, puis donner le nom de toutes les choses, j'irais plus pour quelque chose qui ressemble à ça ici. Où je vais avoir, ici, ça peut être juste le localhost, le port. En fait, là, tu mets comme toutes les mêmes informations que quand tu t'es connecté avec SQL Developer. Hein? Donc, avec SQL Developer, là, je sais que ça ressemble à ça ici. Là. Hein, les informations de connexion, est-ce que ça, vous avez fait ça quand vous avez créé la connexion à la base de données? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Fait que, hein, si on regarde ici les informations qu'on a rentrées là-dedans, comment est-ce qu'ils rentrent à l'intérieur de tout ça, on peut voir le hostname, c'est l'information qui va ici. Le port, c'est l'information qui va ici. Le SID, c'est l'information qui va ici. Après ça, tu as le UID, puis le password ID. On va même prendre un avec des versions plus génériques. Je vais mettre ça aussi dans le chat pour créer le connection string correctement. Puis avec ça, ça rentre toutes les mêmes informations que qu'est-ce que vous avez utilisé pour le SQL Developer pour se connecter à la base de données. Donc, vous devriez être capable de vous connecter de la même manière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se porter à l'exercice pour être capable de le tester? Donc, ici, quelqu'un qui voudrait le tester, qui l'a d'installer sur sa machine directement avec Visual Studio qui est aussi installé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se porter à l'exercice pour qu'on puisse le regarder? Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est, mettons, je vous laisse un petit 15-20 minutes pour l'essayer. Puis, si vous avez des questions, moi, je reste là. Puis après ça, peut-être que quelqu'un qui réussit à le faire fonctionner, on le regarde ensemble pour qu'on puisse avoir une version comme qu'on puisse partager entre nous autres. Est-ce que ça vous parle? On utilise la machine virtuelle déjà existante, c'est ça? Oui. La chose, c'est que si vous voulez le faire dans la machine virtuelle, il faut réinstaller Visual Studio puis utiliser Visual Studio à l'intérieur de la machine virtuelle pour que ça fonctionne. Moi, je l'ai installé et j'ai réussi à faire la connexion, mais comme la version de Visual Studio, j'ai fait une erreur. J'ai installé une version de 30 jours, donc elle est expirée. Elle est déjà expirée? Ouais, ça fait... Est-ce que... OK, puis tu n'avais pas le Community Edition? Ou Non, j'ai fait une erreur lors de l'installation pour Visual Studio. Ouais, c'est pour ça. Donc, je vais les réinstaller. Mais je l'ai fait avec Adonet, c'est pas avec Entity Framework. Mm-hmm. Ben, les deux devraient fonctionner. Une fois que tu as le connection string... avec Adonet, oui, ça marche. Ouais. Parfait. Est-ce que tu seras à l'aise de partager ton fichier pour que le monde puisse voir et être certain que on a une version qui est fonctionnelle? Mais la version, elle est expirée, donc j'arrive pas à la visualiser.
Mhm. Mais tu peux Ouais. aller chercher le fichier .cs directement. Je vais le dans tes voir. dossiers. Ouais. Ouais, ouais. D'accord, je vais le voir. Fait que, mettons qu'on se donne un petit 20 minutes pour regarder ça, puis dans 20 minutes, on pourrait revenir. S'il y a du monde qui a réussi à le faire fonctionner, peut-être partager les fichiers. S'il y a du monde qui ont des erreurs, on va pouvoir regarder ça ensemble, puis avoir une version comme qu'on peut se partager pour tous. Donc, pour pouvoir le faire, on doit télécharger le Visual Studio dans la machine virtuelle. Exactement. D'accord. Parce que l'application, quand elle va s'exécuter, il faut qu'elle parte sur le même système qu'il y a la base de données. Mhm. Sinon, Donc, il faut que tu fasses en sorte que la base de données soit disponible pour connexion à l'extérieur de la machine virtuelle, mais là, faut aller travailler avec comme la réseautique de la machine virtuelle, puis vous n'avez pas de cours directement de ça, là, fait que ok. ça peut être lourd un peu comme configuration. Parfait. Fait qu'on se donne un petit 20 minutes, puis on revient pour regarder c'est quoi. Puis si vous avez des problèmes, là, vous pouvez me jaser ça dans le chat, là, puis on peut aller regarder ça au pire. Mais comme je vais donner un petit temps, comme ça le monde, on sait à quelle heure revenir pour pouvoir regarder ça ensemble. Fait qu'on revient à E40 pour voir les résultats de tester de se connecter avec la base de données d'Oracle. Alright, fait qu'on reprend l'enregistrement. On vient de travailler ensemble pour construire. Hugo, Oui, j'ai envoyé le directory du TNS name. C'est Oracle Home, Network, Admin. Tu trouves le TNS aussi. name, ça, Effectivement, c'est là qui a été installé par défaut. par défaut, ouais. C'est ça. Et tu trouves tout. Fait qu'on a en ce moment nos deux exercices. Donc, je vais les zipper aussi avec ceux que moi j'avais déjà de préparer, puis vous les envoyer. Donc, le principe, c'est un exemple d'une connexion audio.net, puis avec le Entity Framework, avec Oracle. Donc, ça reste, encore une fois, les mêmes idées. Donc, la première chose, ça va être d'avoir les bons packages. Donc, si on regarde pour notre exercice 2 en ce moment, on a le... attends, ça c'est l'exercice 1 en ce moment. Si je sélectionne l'exercice 2, on peut voir ici qu'on a le Oracle Managed Data Access Core qui est installé. Et une fois qu'on a celui-là, on peut aller chercher la librairie qui me permet d'avoir la connexion Oracle, les commandes d'Oracle, puis le connection string qui a rapport avec ça. Fait que là, ça va dépendre de comment vous l'avez installé, c'est quoi les différents rôles, c'est quoi les différents utilisateurs que vous avez installés. Mais le principe, c'est la connexion, le port, le service ID, okay, ou le service name que vous avez utilisé pour durant l'installation. Une fois qu'on a ça, le restant, okay, c'est le même principe. Il faut faire attention encore une fois au SQL directement. Donc, dans ce cas-ci, il a fallu utiliser un autre élément, number generated by default null as identity, pour être capable de représenter une clé automatiquement incrémentée. Mais après ça, les inserts ont très bien marché et ça s'est retrouvé derrière, à l'intérieur de la base de données avec les données qui étaient disponibles. Du côté du Entity Framework, encore une fois, le programme initial reste identique. Du côté du modèle, il a fallu faire des modifications pour la configuration. Donc, à place d'être le Use SQLite, on avait le Use Oracle. Encore une fois, avec le Connection String, on a repris le même qu'on avait développé. Puis, de ce côté-là, on avait besoin d'utiliser le Oracle Entity Framework Core qui me permettait de travailler avec le Entity Framework en se basant sur Oracle. Il a fallu ensuite mettre les migrations qui a créé notre dossier de migration habituel.
on a pu mettre à jour la base de données. Puis en mettant à jour la base de données, on a pu avoir les différentes tables qui étaient créées par rapport à le modèle qu'on s'était créé. Puis quand on a exécuté notre programme, ben, ça a pu ajouter les blogs, ça a pu dans le blog ajouter le post avec le lien de l'élément parent de manière automatique, comme on l'avait vu avec SQLite. Donc, encore une fois, les éléments fondamentaux restent les mêmes avec ADO.NET et avec l'Entity Framework. C'est vraiment juste la connexion qui se fait, qui est à être modifiée à chaque fois que je travaille avec un nouveau DBMS, avec un nouveau Database Management System. Super. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais regarder avec vous pour les connexions externes.